Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Pokémon et plus précisément de leur nom. Pour certains, il n'y a pas de mystère, comme Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, ou encore Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, on comprend bien d'où vient leur nom. Mais pour d'autres, c'est un peu moins évident. Effectivement, certains noms de Pokémon renferment des termes scientifiques, donc pas facile à comprendre, et on va essayer de démêler tout ça dans cette vidéo. À travers la zoologie, on va donc en apprendre plus sur nos Pokémon préférés. Commençons par quelques Pokémon oiseaux. Le premier, pas le plus compliqué, Roucoule, qui vient donc de cool et de roucouler. Roucouler qui désigne les cris et chants des pigeons et tourterelles et plus généralement des oiseaux de la famille des colombidés. On pourrait même citer le dodo, mais celui-là on risque plus de l'entendre roucouler. Noirfang, celui-là un peu moins évident à moins que vous soyez passionné de rapaces nocturnes. Il vient donc de Noir et de Harfang, le nom de l'espèce d'Edwige, la chouette d'Harry Potter. L'Harfang des neiges est donc une espèce d'oiseau, menacée d'ailleurs, qui vient d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Est et des pays scandinaves, là où il fait bien froid. Mais contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une chouette, mais un hibou. Il a bien des aigrettes comme tous les hiboux, mais assez petites et rabattues, ce qui fait qu'on ne les voit pas et qu'on le prend pour une chouette. L'Aéroptérix. Celui-là, il va falloir faire un peu de paléontologie pour comprendre. Il fait référence à l'Archéoptérix, une espèce qui a vécu à la fin du Jurassique, le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Effectivement, la découverte de ce genre de fossiles il y a 150 ans fut une grande avancée scientifique. Ce fut la première fois que l'on découvrit un dinosaure pourvu de plumes. Depuis, nous avons découvert d'autres dinosaures aviens et aujourd'hui la communauté scientifique pense effectivement que les oiseaux descendent directement des dinosaures et plus précisément des théropodes, ces grands carnivores bipèdes tels le Tyrannosaurus rex ou encore le Vélociraptor. Palmaval. Avec ses allures de danseur de samba brésilien, il comprend carnaval. En ce qui concerne le début du nom, ça fait référence à palmipède. C'est donc une famille d'oiseaux, désuète aujourd'hui remplacée par les anzériformes, ce qui comprend grosso modo les anatidés, soit les canards, les oies, les cygnes, etc. Palmipède fait en fait référence à leurs pieds palmés. Attaquons-nous maintenant aux Pokémon mammifères. On l'a tous compris, c'est bien un renard. Et pourquoi Goupix? Premièrement, la fin de son nom termine par IX, faisant référence au chiffre romain 9, comme c'est 9 queues, ce qui renvoie au démon de la mythologie japonaise, le Kyuubi. Et donc ça a été fusionné avec Goupil, un ancien nom français pour désigner renard. Nosferapti vient de la contraction de Pti et de Nosferatu. Nosferatu, pour ceux qui ne seraient pas cinéphiles, c'est un vieux film muet allemand datant de 1922 et l'un des tout premiers films d'horreur, un grand classique du cinéma. Il raconte l'histoire d'un vampire. En fait, son nom vient du roman de Bram Stoker, Dracula, qui se passe donc en Transylvanie. En romain, on pourrait traduire ce mot par le diable, le démon. Marcacrin. Celui-ci, c'est la contraction de marcassin et de crin. Marcassin étant le nom qu'on donne aux petits du sanglier, donc par exemple la femelle qu'on appelle la laine. Et le crin, c'est le nom que l'on donne aux poils très rêches de certains animaux, comme les sangliers ou les chevaux, et qu'on utilise pour faire certains outils comme les pinceaux. Lucario. On comprend bien qu'il fait référence au dieu de la mythologie égyptienne Anubis, mais son nom ne vient pas vraiment de là. C'est en réalité la contraction de Lupus et de Kéro. Kéro est tout simplement un autre nom pour Le Caire, la capitale de l'Égypte. Lupus, c'est le nom latin du loup gris, Canis lupus. Mais ici, il faudrait plutôt faire référence au chacal doré, le chacal que l'on trouve donc en Égypte. Mais lui, son nom, c'est Canis aureus.
On a donc ici une petite inexactitude scientifique, un petit peu comme Jurassic Park au lieu de Cretaceous Park. Alors celui-ci, pour l'avoir, il va falloir être fan de chauve-souris. C'est la contraction de Rhinolophe et de Love. Rhinolophe étant une famille de chauves-souris Rhinolophidae. En France, on trouve aussi les Vespertilionidae, des chauves-souris qui ont une allure de souris avec des ailes, contrairement aux rhinolophes qui ont un nez un petit peu particulier. Il est entouré de membranes en forme de fer à cheval, ce qui lui sert à focaliser ses ondes émises par ses narines. Pour rappel, les chauves-souris utilisent l'écholocation, un petit peu comme le sonar, pour évoluer dans leur environnement et capturer leur proie. Passons maintenant aux Pokémon insectes. Chrysacier, c'est la contraction de chrysalide et d'acier. La chrysalide est en fait la nymphe des lépidoptères, plus simplement le cocon que font les chenilles avant de se transformer en papillon. Les lépidoptères étant donc des insectes holométaboles, c'est-à-dire à une métamorphose complète, contrairement à d'autres insectes comme les sauterelles, criquets et grillons, les orthoptères, qui finalement ne font que grossir tout le long de leur vie. Scarino, c'est la contraction de scarabée et de rhinocéros. En France, comme dans toute l'Europe occidentale, on peut trouver un scarabée s'appelant le rhinocéros, car il a de véritables allures de pachyderme. Effectivement, le mâle est pourvu d'une longue corne recourbée en arrière, d'où son nom de rhinocéros. Elle lui servira lors de la saison des amours pour soulever et éjecter ses concurrents. La femelle se trouvant souvent au sommet d'un arbre, celui-ci devient une véritable arène de gladiateurs, où seul le premier arrivé en haut pourra prétendre à la belle. Mais bon, malheureusement, ce Pokémon-là, j'ai pas encore réussi à le dénicher. Apitrini, c'est donc 3 abeilles dans leurs alvéoles. Ça provient des mots latins apis et de tri. Apis étant le nom scientifique pour les abeilles, et tri faisant référence au chiffre 3. Et pour terminer en beauté, parlons des Pokémon fossiles. Amonita, ça fait donc référence aux ammonites, ces céphalopodes qui ont vécu au Mésozoïque, l'ère des dinosaures, dans les mers. On pourrait les apparenter aux nautiles actuels, même s'ils n'ont pas de lien de parenté direct, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Kabutops vient de Kabuto, le nom des casques traditionnels des samouraïs, et de Triops. Le Triops, peut-être vous en avez eu étant petit, ce sont ces petits crustacés d'eau douce aux allures de fossiles vivants. Mais il n'en a que l'apparence. Il ressemble très fortement au trilobite, une espèce très ancienne qui est apparue il y a 500 millions d'années, mais qui a disparu à l'apparition des dinosaures. Mais il n'y a donc aucun lien de parenté entre le Triops et le trilobite. Était-ce donc bien judicieux de l'appeler ainsi? Il aurait peut-être mieux valu l'appeler Tributo? Ptera. Ce nom-là fait référence à la racine grecque ptéron, qui signifie aile. Racine que l'on retrouve aussi chez le ptéranodon, celui qui n'a pas de dents, vous vous souvenez, et le ptérodactyle. Anorite. Celui-ci tire son nom de l'Anomalocaris, une espèce fossile du Paléozoïque. C'était un prédateur des mers du Cambrien. Il se faisait très certainement des brochettes de trilobite avec sa bouche comme celle du kraken. Il est composé aussi de la racine grecque lithos, qui signifie pierre, comme la lithosphère ou encore la lithothérapie. Terminons avec Reliquante. Son nom est la contraction de relique et de sélacanthe, un poisson des profondeurs. Pour le coup, celui-là, c'est un véritable fossile vivant. Effectivement, c'est un poisson qui n'a quasiment pas évolué depuis son apparition il y a 350 millions d'années. Il garde des caractéristiques très similaires comparées aux autres espèces fossiles du même groupe. Ça en fait donc l'un des vertébrés les plus anciens qui existent encore aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je termine cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.
J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses sur vos Pokémon préférés. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite vivement à aller voir des interviews de Julien Bardakoff. C'est lui qui a donné le nom aux 250 premiers Pokémon. Comme on l'a vu dans cette vidéo, il faut avoir une sacrée culture générale pour trouver des noms aussi originaux. Pour certains même que je n'ai pas cités, il y a plusieurs niveaux de lecture, ce sont ses préférés. Je vous dis à la prochaine sur Lord Beckett, cette petite vidéo introduisant une plus grosse qui suivra, qui parlera de la classification phylogénétique des animaux.